Notre prochain intervenant est franco-espagnol, coutumier des colloques de l'Institut Iliade. Vous pouvez aussi lire ses analyses dans Boulevard Voltaire, Polémia ou Éléments. Ces derniers temps, il nous a beaucoup parlé de la Catalogne, ce qui est un peu logique. Mais aujourd'hui, c'est pour nous parler de l'ethnomasochisme européen, qu'il est venu de Madrid, où il dirige le journal en ligne El Manifiesto. Il est essayiste, auteur de plusieurs livres, dont Les esclaves heureux de la liberté, que je tiens en main, qu'il dédicacera tout à l'heure. Merci d'accueillir Javier Portella. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, commençons d'abord par quelques images. Elles sont très parlantes et très frappantes. Les voici. Vous savez tous ce que Allahu Akbar veut dire. Allah est grand. Ce cri que les victimes entendent avant d'être égorgées et que les imams lancent lors de la prière. Et pourtant, non. Ce n'était pas une imam féminine, une imamesse, faudrait-il dire, qui, descendue du haut de son minaret au mois de février 2016, se serait mise à chanter de sa voix tonitruante des louanges à Allah sur une place de Berlin. Je ne sais pas si vous avez pu bien remarquer le visage et l'accoutrement de ces adoratrices d'Allah le miséricordieux. Voilà donc les images qui accompagnent les précédentes. Et oui, l'imamesse et ses acolytes, ce sont des féministes protestant au cri de « la chatte te rattrape » contre Donald Trump. Et pour ce faire, elles invoquent Allah et portent des écriteaux où l'on peut lire « Berlin est avec vous ». Si l'image continue, on le verrait, mais je vois que l'image est figée, tant pis. Donc Berlin est avec l'islam. Être avec l'islam, pourquoi faire? C'est clair. Pour abolir la suprématie blanche, comme il est dit sur un autre écriteau qui n'apparaît pas non plus, hélas. Remarquons-le au passage, pas pour abolir la suprématie de mâles blancs, comme on pourrait s'y attendre, mais pour abolir la prééminence, aussi bien des chevaliers blancs que des donzelles blanches. Ah, voilà, maintenant les images dont j'ai parlé viennent d'apparaître. La manif des féministes berlinoises n'est quand même pas du tout un acte isolé. Elle s'inscrit dans tout un courant de sympathie, d'acquiescement ou tout au moins de non-hostilité à l'égard de l'islam de la part du mouvement féministe, même si certains féministes, aussi outrancières d'ailleurs que celles du Femen, ont pu à l'occasion faire irruption seins nus lors d'actes musulmans. Quoi qu'il en soit, cette sympathie active ou cette non-hostilité passive à l'égard de l'islam est rejointe aussi par les mouvements transgenres ou LGTB. C'est ainsi que des homosexuels, ceux-là même qui pourraient être pendus dans un pays musulman, se sont joints à des féministes, celles-là même qui seraient verrouillées à la maison, pour manifester l'été 2016 en faveur du port du fameux burkini sur les plages de nos contrées. Et quelle grande idée ont-ils trouvé pour exprimer leur soutien à la juste cause des femmes musulmanes? Eh bien, vous les voyez,
ils ont eu l'idée de se baigner eux-mêmes, tout habillés, en l'occurrence c'est sur une plage bretonne, certaines militantes féministes ayant même couvert pudiquement leurs cheveux avec un voile. Tout comme aux Pays-Bas, lors d'une manif similaire qui apparaît maintenant, certaines féministes ont couvert aussi leurs cheveux avant sans doute d'enlever le lendemain voile et vêtements pour se mettre à moitié nus, comme à l'accoutumée sur nos plages. Ce qui me paraît d'ailleurs tout à fait bien, n'était-ce l'hypocrisie qui dès lors en découle. Nous voilà, chers amis, plantés grâce à de telles images au centre même de mon sujet. Il consiste à nous interroger sur les passages écumènes du nihilisme contemporain. Le nihilisme, vous savez, la perte du sens et des repères du monde. Les passages qui mènent de cela à l'ethnomasochisme, c'est-à-dire au mépris de soi, de sa propre ethnie, de sa propre race, diraient les anciens, de sa propre culture, dirait-on plutôt aujourd'hui, les liens entre ethnie et culture étant d'ailleurs profondément entremêlés. Elles sont nombreuses et bien connues les manifestations de l'ethnomasochisme, concept dont la paternité revient à Guillaume Fay, une affection qui frappe non seulement les militantes féministes, mais l'ensemble de notre société, la seule à être atteinte dans toute l'histoire par cette maladie qui s'est développée à partir des dernières années, ou des dernières décennies plus exactement, du XXe siècle. L'ethnomasochisme a plusieurs expressions. Elles vont de la repentance pour l'œuvre de colonisation accomplie par l'Europe jusqu'à l'assomption de la responsabilité pour l'ensemble des maux frappant le monde entier. En même temps, une sorte de vénération, voire de supériorité, est accordée, explicitement ou implicitement, à la culture et à la façon d'être de peuples non européens. Et quand je dis Europe ou européenne, j'entends toujours au sens culturel et non géographique du terme. Les images précédentes nous plongent au sein d'un tel mépris de soi, mais elles nous mènent aussi bien au-delà. Elles expriment le degré le plus haut de ce que les psychologues et les psychiatres appellent le manque d'auto-estime. En effet, ce qui est en jeu dans les sympathies que les mouvements féministes et transgenres vouent à l'islam, ce n'est plus seulement le rejet de la société hétéropatriarcale, comme ils l'appellent. C'est que leurs actions mettent en cause, indirectement certes, ce sont finalement les valeurs féministes et transgenres elles-mêmes, ces valeurs qu'ils prétendent défendre avec le plus grand acharnement. On croyait que tous ces braves gens étaient absolument pour l'égalité des femmes. Que dis-je? Pour leur supériorité dans la guerre insensée que le féminisme, surtout le plus outrancier, mène contre les hommes. On croyait aussi que ces gens-là prônaient une vision universaliste selon laquelle leur combat concernait tous les pays du monde où l'hétéropatriarcat exerce sa mainmise. Que nous étions naïfs. On les voit maintenant. Il n'en est rien. Ou presque rien. Car un tel objectif reste toujours de mise. Mais il se borne au monde occidental. Là où une véritable persécution se déploie contre les victimes du politiquement correct, qu'il s'agisse d'hommes accusés d'un harcèlement sexuel derrière lequel se tiennent le plus souvent le jeu de séduction que hommes et femmes, d'une façon certes différente, ont toujours déployé. Qu'il s'agisse des grands tableaux, ceux d'un Schiele par exemple, ou d'un John William Waterhouse, désormais interdits d'exposition par la nouvelle pudibonderie féministe transgenre qui ne tolère pas que les beautés féminines puissent ensorceler publiquement
leurs prétendus ennemis. Or, toutes ces folies ne concernent que le monde occidental. Par contre, là où la femme reste enfermée à la maison, là où elle peut recevoir 200 coups de fouet pour avoir été violée, comme ce fut le cas d'une jeune fille en Arabie Saoudite, là où les homosexuels risquent tout simplement leur peau, là, nos braves féministes et nos courageux militants LGTB applaudissent de deux mains. Berlin est avec vous, disait le criteau exhibé par les manifestantes qui entonnaient « Allah est grand ». Ou s'ils n'applaudissent pas avec enthousiasme, alors ils se taisent comme des morts ou ne savent pas quoi dire pour se tirer d'affaire. Comme ici, si les images, voilà, comme ici, où une courageuse journaliste demande à des manifestantes « droit de la femme ou islam ?» Gênées, elles sont incapables de répondre autre chose que « est-ce là une question ? Pourquoi soulever un débat religieux ? Quelle question ridicule, voyons !» Ou sinon, elles répondent par un silence hébété, comme celui du dernier visage apparu. Pourquoi ? Posons-nous donc la question, puisque ce n'est pas le discours de ces dames qui va nous apporter une quelconque réponse. Pourquoi un tel paradoxe ? Paradoxe ? Non, nous sommes bien au-delà des paradoxes. C'est d'un délire, d'une pathologie qu'il s'agit au fond ici. Double délire d'ailleurs. D'une part, le délire général de l'indifférenciation qui voudrait abolir les différences entre les sexes, ou qui voudrait plutôt les renverser pour établir la supériorité de l'un des deux sexes, celui que la mère Beauvoir appelait le deuxième sexe et que le grand Éric Zemmour appelle le premier sexe. D'autre part, le délire consistant à renverser le délire précédent. Mais attention, le renverser non pas pour l'abolir, mais pour le dédoubler dans un délire encore plus énorme, celui qui applaudit ou qui consent à la suprématie mâle, à l'ordre hétéropatriarcal, pourvu qu'il se déploie, et là il se déploie pour du vrai, en dehors d'Occident, et notamment au sein du monde musulman, en attendant sans doute que ce soit l'Occident tout entier qui devienne musulman. Pourquoi un tel délire ? Oh, vous allez me dire, mon cher monsieur, s'il s'agit d'un délire, à quoi bon lui chercher des raisons ? Mais si, les délires ont aussi des raisons. Demandez-le sinon au psychiatre. Des raisons, c'est-à-dire des mécanismes qui, au sein de leur logique interne, permettent d'expliquer le fonctionnement du dérangement à partir des présupposés qui sont les siens. Quels sont ici les présupposés menant du premier délire, celui du nihilisme prônant l'indifférenciation des sexes et de leur rôle, au deuxième délire, celui de l'ethnomasochisme où la domination mâle est acceptée ou même prônée. Berlin est avec vous pour une large partie du monde. Le grand présupposé qui permet un tel passage, c'est évidemment le mépris de soi. Un mépris si puissant qu'il devienne de la haine. Mais attention, ce qui est haï, ce n'est pas le petit soin individuel de chacune de ces nouvelles dames patronesses. Celui-là, au contraire, est gonflé à l'extrême. Ce qui est haï, c'est le soi collectif, celui de leur propre peuple, de leur communauté, de leur tradition, de leur culture, de leur race. Osons en effet les mots maudits
puisqu'elles sont elles-mêmes les premières à l'employer. Pas les mots quand même, seulement les concepts. À bas la suprématie blanche, s'écriaient, je vous rappelle, les manifestantes berlinoises. À bas donc la race blanche, voulait-elle dire évidemment. Abolir la culture et la civilisation européenne, en finir avec la suprématie blanche, voilà donc le but dernier, bien plus important, tout compte fait, que celui d'abolir la suprématie mâle. L'affaire semble donc entendue, mais seulement en partie. Car une autre question, et c'est la question essentielle, se pose. Il ne suffit pas de constater la haine de soi. Il faut se demander pourquoi une telle haine qui conduit à vénérer les cultures et les traditions autres, différentes, carrément opposées, et opposées même, c'est ça le plus extraordinaire, au principe que tous ces gens-là défendent si âprement. Pourquoi, en d'autres termes, ne continuent-ils pas à s'embourber tout simplement dans la dissolution de tout enracinement, de toute tradition, de toute sacralité, de tout principe autre que celui du bon vouloir individuel? Pourquoi, tout en y restant embourbés, se mettent-ils à se pâmer, pourvu qu'ils se trouvent ailleurs, au loin, devant le monde bien charpenté qu'ils devraient haïr le plus? Pourquoi, en un mot, leur vision nihiliste du monde cherche-t-elle soudain à être remplie, à être charpentée si solidement de la sorte? Il n'y a qu'une seule réponse. Elle est déraisonnable, je vous le concède, elle est tordue même. Et comment pourrait-elle ne pas l'être, puisque c'est au sein même de la déraison que nous sommes? Or, pour déraisonnable qu'elle soit, cette réponse n'est pas moins pourvue, j'espère que vous me l'accorderez aussi, d'une profonde logique interne. Elle consiste en ceci. La nature, on le sait bien, a horreur du vide. Même pour ceux qui s'engouffrent volontiers dans le vide, même pour ceux qui sombrent dans le néant du nihilisme accompli, même pour eux, les choses ne sauraient rester dans l'état de déliquescence absolue propre à un tel nihilisme. Le vide demande à être rempli, fût-ce de la façon la plus saugrenue. Or, les vides que de tels démolisseurs creusent, ils ne peuvent pas les remplir chez eux. Et chez eux veut dire, hélas, chez nous. Il ne peut être question pour nos démolisseurs d'affirmer chez nous, en Europe, une quelconque tradition, un quelconque enracinement de quelconque principe, une quelconque vérité, autre que celle du bon vouloir nomade, comme il l'appelle, des atomes qui constituent, croit-il, une société. Les voilà donc pris entre deux feux, inconsciemment, bien sûr. Tout cela n'a jamais été ni réfléchi, ni théorisé par personne. Les voilà pris entre le feu, d'une part, de leur volonté d'anéantissement ou d'indifférenciation générale, et d'autre part, le besoin obscurément ressenti de s'accrocher à quelque chose, à un ordre plein, solide, bien charpenté, là où un homme est un homme et une femme, fût-elle fouettée. Là où les choses sont pourvues de sens, fût-il le sens de la soumission à Allah, le mot islam signifiant, vous le savez, et Michel Houellebecq aussi, soumission. Puisque nos féministes et nos transgenres ne veulent ni ne peuvent chercher chez nous, en Europe, un monde plein, bien structuré, c'est ailleurs
que, régnant leurs propres principes, ils vont essayer d'en trouver la caricature. Tirons la leçon, et je termine, qui découle de tout cela. La nature, disais-je, a horreur du vide. Le monde aussi. Les hommes également. Mais voilà, les hommes, ces grands naïfs, se laissent parfois, ou souvent, leurrer. Sachant d'une part qu'ils vont mourir, agissant d'une autre, comme s'ils voulaient en avancer l'échéance, ils sont capables de plonger le monde et de s'enfoncer eux-mêmes dans le délire, le néant, la mort. Contrairement à tous les morts vivants que nous avons rencontrés au long de nos réflexions et de nos images, affirmons haut et fort la vie. Aimons la valeur, disait Nietzsche, de ce qu'il y a de plus bref, de plus périssable, les séduisants scintillements d'or sur le ventre du serpent Vita. Et pour ce faire, remplissons vite, avant qu'il ne soit pas trop tard, le grand néant dans lequel nous sommes à présent engouffrés. Comblons ce néant de choses belles, grandes, vraies, sublimes, nobles. Comblons-le de choses qui, tout en étant fermes, solides, sacrées, tout en ne dépendant ni de notre volonté ni de notre choix, n'entraînent pour autant nulle enfreinte à notre liberté. Bien au contraire. Ces choses-là, non, ces choses-là, il ne faut pas aller les chercher ailleurs, sur d'autres terres, dans d'autres cultures, auprès d'autres civilisations. Nous ne les trouverions pas. Ou plus exactement, nous en trouverions quelques-unes, certes, merveilleuses même, mais qui ne seraient pas marquées du sceau de la liberté et de son indétermination. La liberté et son indétermination, c'est-à-dire le fait que rien, ni le monde, ni l'histoire, ni notre destin n'est fixé, déterminé d'avance. C'est de là, c'est à partir de cette sorte de non-lieu premier que découlent tout l'étonnement et tous les saisissements qui s'expriment dans le grand ébranlement qui a pour nom beauté. La liberté, les saisissements et la beauté comme centre du monde. C'est en Grèce que tout cela vit il y a longtemps le jour. Ce sont nos ancêtres européens qui ont porté au plus loin de telles choses. Les seuls qui peuvent combler le vide de la vie vouée à la mort. Les seuls qui peuvent fonder un monde grand et puissant, une civilisation belle et libre. Reprenant le flambeau de nos ancêtres, mais les maniant à notre guise, c'est ainsi que nous serons dignes d'eux, de nous et de nos enfants. C'est ainsi que nous serons fiers d'être Européens. Je vous remercie.